La Commission des affaires économiques, réunie aujourd'hui, poursuit cet après-midi son cycle d'audition consacré à la situation et aux attentes du monde agricole suite aux manifestations de l'hiver dernier, suite aux travaux faits par ce Parlement, cette Assemblée sur la LOA tout le printemps dernier. Il a le plaisir de recevoir dans ce cadre M. Pierrick Orel, président des jeunes agriculteurs, jeune président des jeunes agriculteurs, comme je l'ai dit, puisqu'il était élu au mois de juin dernier à Poitiers. La Vienne vous réussit. C'est le député de la Vienne qui vous le dit. Je vous rappelle que nous avons également prévu d'entendre à ce sujet dès demain les représentants des syndicats agricoles que nous n'avons pas encore entendus, c'est-à-dire la Confédération paysanne, Coordination rurale et le MODEF, après avoir entendu la FNSEA ici même la semaine dernière. Nous savons que les attentes de nos agriculteurs sont grandes, d'autant qu'ils ont été confrontés ces derniers mois à des difficultés importantes dans plusieurs filières. Tel est le cas notamment de la récolte des céréales, qui, en raison des mauvaises conditions météorologiques, connaîtra un rendement en net recul, voire record depuis 40 ans, si on en croit les premières statistiques, mais aussi de la viticulture, dont la collecte pourrait baisser de 18% sur un an pour les mêmes raisons, ou encore de l'élevage, dont les cheptels sont touchés par 3 virus, la FCO3, la FCO8 pour les ovins et la MHE. Notre commission vient d'ailleurs de lancer 2 missions relatives aux questions d'élevage et de viticulture. Nous sommes à votre écoute pour connaître, Monsieur le Président, les évolutions législatives qui vous paraissent souhaitables, et nous pensons bien sûr en premier lieu au projet de loi d'orientation agricole, la LOA, que nous avions examiné en première lecture au mois de mai dernier. Je rappelle que ce texte vise notamment à soutenir l'installation et la transmission des exploitations, et il devait encore être examiné par les sénateurs auxquels le texte avait été transmis une fois voté le 28 mai dernier. Et je sais combien les JA ont participé à l'élaboration de ce texte, puisque avec ma collègue Nicole Lepay ici présente et moi-même, nous en étions rapporteurs. Par ailleurs, quelles sont vos attentes en ce qui concerne les moyens financiers engagés au profit du monde agricole dans le cadre du PLF pour 2024, dont nous seront bientôt saisis pour avis. TLF 2025, pardon. C'est 2025, je suppose. Vous aurez peut-être à cœur d'évoquer également l'équilibre des relations commerciales au sein de la filière alimentaire, à la suite notamment de la mission conduite auprès du gouvernement au printemps par les députés Alexis Isard et Anne-Laure Babot en vue d'une possible loi Egalim 4. Je rappelle que notre commission a d'ailleurs décidé de reconstituer une mission d'évaluation de la loi Egalim 2 qui a été confiée à nos collègues Julien Dive, Harold Duvart, Richard Ramos et Aurélie Trouvé. Enfin, n'hésitez pas à nous faire connaître votre opinion concernant l'évolution du cadre législatif et réglementaire applicable à l'agrivoltaïsme, un sujet qui me touche tout particulièrement avec un certain nombre de collègues ici, dont nous devons assurer un développement raisonné et raisonnable. Je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir bien voulu nous rejoindre pour échanger avec nous sur ces sujets. Je vous cède la parole pour une quinzaine de minutes, après quoi nous entendrons les orateurs de groupe, chacun pour 4 minutes, réponse comprise, puis les orateurs individuels pour 1 minute par question. J'insiste sur le réponse comprise, et je pense qu'il serait bon d'éviter les dépassements qu'on a connus la semaine dernière, qui font qu'on assiste à un monologue des représentants des partis, sans que la personne que nous invitions puisse avoir le temps de répondre. Donc si on peut éviter ça, ça serait une bonne chose. La parole est à vous. Merci, merci Président. Bonjour à toutes et tous que je n'ai pas pu saluer. Vous profitez de ce moment aussi pour vous féliciter à mon tour pour l'élection de ceux qui ont été réélus. Voilà, donc je suis donc... Ceux-là ont été réélus. Oui, bah, merci. Mais voilà, je pense que c'était important de le faire. On va je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce que c'est vrai que, bon, voilà, c'est plus une surprise pour personne, mais les attentes sont nombreuses. Moi, je vous remercie de cette audition et de cette possibilité de faire entendre la voix des jeunes agriculteurs auprès de la Commission des affaires économiques. On a énormément de travail devant nous. On a un certain nombre de propositions qu'on va pouvoir détailler par la suite avec notamment Julien, notre vice-président. Vous l'avez dit, on a un contexte climatique particulier
particulier par la force à laquelle on a été frappé cet été, notamment sur les récoltes de céréales, céréales à paille, qui vient finalement s'enchaîner avec les récoltes de céréales d'été, et notamment maïs, tournesol, qui semblent être pas terribles. Évidemment la question des vendanges avec une qualité ça et là, mais plutôt en baisse, et une quantité aussi en baisse, et une question aussi évidemment de marché sur la question viticole qui vient corroborer cette problématique de production. On a évidemment la question de la crise sanitaire en élevage, avec les deux types de FCO qui frappent le territoire, ainsi que la maladie hémorragique, donc qui vient contraindre finalement l'élevage, qui était, alors, pas exempt de problème, mais qui sortait finalement peut-être pas si mal son épingle du jeu au vu des collègues, si tant est qu'il fallait hiérarchiser les problèmes, mais voilà, bon, l'élevage était jusque-là encore peut-être un peu moins atteint sur les questions conjoncturelles. On avait retrouvé un prix de marché sur le bovin qui était somme toute correct, sur l'ovin et le lait pareil. Donc voilà, bon, maintenant on doit faire face à cette crise sanitaire, mais qui fait le lien finalement avec cette question du changement climatique. Hein. Les crises sanitaires qu'on doit faire face sont ni plus ni moins que l'expression de maladies plutôt exotiques qui remontent ou qui descendent, peu importe, mais en tout cas qui sont liées avec cette question du changement climatique, et qui constitue évidemment le cœur de nos réflexions chez JA. Dans ce contexte-là, on sort aussi de mobilisation historique, ça aura évidemment échappé à personne en début d'année, où c'est l'expression finalement d'une colère sourde qui vient exprimer le fait qu'on est dans l'incapacité de, en tout cas, générer ou capter, garder le revenu sur les exploitations agricoles, parce qu'on a un système qui ne nous permet pas aujourd'hui d'aller au bout des choses sur la question du revenu des agriculteurs. Alors j'ai entendu parler d'Egalim 4. Moi, je ne sais pas s'il faut qu'on le nomme comme les séries d'iPhone en fonction de l'année à laquelle on le sort, ou le nombre qu'on en fait, mais ce qu'on a besoin en tout cas, je sais, c'est de ramener du revenu aux agriculteurs, et donc aller beaucoup plus loin sur Egalim, notamment sur la question des coûts de production et les indicateurs de coûts de production, avec la question des indicateurs interprofessionnels, et non pas la question d'un prix plancher ou d'un prix minimum garanti, enfin, peu importe la narration qu'on y met dessus. La mécanique sera la même pour la grande distribution, ça sera nous y placer, nous y contraindre, et on y resterait. Donc c'est absolument pas ce qu'on souhaite et qu'on appelle de nos voeux, et donc il faut qu'on soit en capacité de proposer quelque chose de plus structurant pour l'agriculteur, pour les agriculteurs et les agricultrices de ce pays, en sachant qu'on est évidemment sur des marchés mondiaux aussi pour certains produits, et donc la place du marché doit quand même avoir une part aussi dans la construction de ce prix, parce qu'il en va de la liberté d'entreprendre et du pouvoir d'entreprendre aussi sur nos exploitations. Donc vous l'aurez compris, on est dans un contexte un peu particulier. En ce qui concerne les jeunes agriculteurs, on vient corroborer, on vient rajouter à tous ces sujets de conjoncture et structurelle la question de la démographie. Donc on sait tous qu'on va maintenant avoir une érosion du nombre d'agriculteurs sur le territoire, une érosion qui est, alors les années passent, au début on disait dans 5 ans, maintenant c'est dans 3 ans, mais enfin bon, la moitié des agriculteurs pourront prétendre à la retraite d'ici quelques années. Si on passe encore quelques années comme on est en train de les passer, ça sera plus d'ici quelques années, ça sera d'ici quelques mois, et on n'aura encore pas tous les dispositifs qu'on a imaginés et qui sont passés dans cet hémicycle pour y répondre. Je pense notamment, et je fais le lien avec la loi d'orientation en agriculture, la question du guichet unique et des mesures qu'on portait notamment chez jeunes agriculteurs pour essayer à minimum enrayer, ou au moins essayer de répondre avoir un début de réponse à cette question démographique. Donc vous voyez qu'on a un contexte chez jeunes agriculteurs qui se complique. J'en profite ici pour rappeler que les crises politiques qu'on traverse dans le pays ne sont pas de nature à rassurer les agriculteurs, au même titre que les crises climatiques et économiques. Mais enfin, la crise politique
que traverse le pays rajoute un petit peu d'anxiété, et on le voit aussi avec des fois une forme d'érosion d'accueil des porteurs de projets au sein des chambres d'agriculture, ou en tout cas des points accueil installation. Donc ça vient rajouter une pièce dans l'inquiétude. Bon, on voit que maintenant on a un gouvernement. Moi je vais pas m'attarder sur le commentaire, je commenterai l'efficacité de celui-ci et ce qu'il proposera, au même titre que tout le travail parlementaire. Ça vous aura pas échappé, FNSEA et JA, on a fait une rentrée aussi un peu particulière où on a proposé un texte de loi qui s'appelle Loi Entreprendre en agriculture, alors qui reprend les 8 points qu'on avait portés pendant la campagne aux législatives, qu'on vous avait tous plus ou moins soumis. On va un petit peu plus loin, on le décline finalement en articles de loi de manière très ergonomique. Alors, n'y voyez pas d'offense. On ne prétend pas remplacer le travail des parlementaires, d'une part parce qu'on n'a pas les compétences, d'autre part parce que ce n'est pas notre métier, et que c'est interdit. C'est le service ? Ouais. Et non, mais voilà, en tout cas, c'était important pour nous de structurer ça aussi dans une loi. Maintenant, on a, vous l'avez dit, la loi d'orientation qui est en suspens, et nous, on y est plutôt favorable à ce qu'elle soit reprise et rapidement. Et puis ça fait évidemment le lien avec la question du PLFSS et toutes les mesures qu'on a besoin de voir sanctuarisées dedans. Je pense à des questions sur le GNR notamment, des questions sur la fiscalité de la transmission aussi qu'on porte. Et donc voilà un peu les enjeux pour nous à assez court terme. Donc on va mettre, comme on a toujours fait, beaucoup d'énergie dans ce qu'on dit, dans la manière dont on le fait, toujours de manière constructive. Des fois de manière musclée quand c'est nécessaire, parce que les agriculteurs, encore une fois, ont besoin de réponses rapides, concrètes, utiles. On porte quand même tout un volet sur la simplification, ils y sont très sensibles, et donc on sera aussi évidemment plutôt une veille attentive sur ce sujet-là. Vous pouvez évidemment trouver chez JA une force de proposition sur tous ces sujets-là. Voilà, je ne serai peut-être pas beaucoup plus long. Julien, si tu veux, je te laisse la parole pour compléter sur la suite. Merci Président, Monsieur le Président de la Commission des Affaires économiques, Mesdames et Messieurs les députés. Bonjour à tous. Juste revenir très rapidement sur certains des 8 engagements qu'on a pu vous faire passer, soit juste avant votre élection, soit juste après. On a des éléments législatifs, bien entendu, qu'on retrouve dans cette loi d'orientation qu'on porte avec la FNSEA, mais aussi globalement des mesures qui sont à moyen et long terme. On a notamment tout un bloc de travail sur le foncier. Pour certains, vous êtes bien au fait, mais on a travaillé sur un rapport d'orientation qui s'est concrétisé début juin sur ce volet et qu'on souhaite décliner techniquement et mettre en œuvre à l'automne et courant 2025, et faire appel aux mesures législatives qui seront nécessaires pour certaines évolutions, mais pour d'autres, on sera très certainement simplement sur du réglementaire. Et donc tout ce volet foncier qui pour nous est un travail important qui doit être mené en parallèle et qui doit finalement aboutir sur 2025. En tout cas, ce sera un cœur de notre axe de travail dans les prochains mois et les prochaines semaines. Sur cette loi, revenir sur certains aspects qui font partie des 8 engagements et qui se concrétisent justement dans ces différents titres. Avec ce premier titre qui a fait couler beaucoup d'encre aussi pendant les débats parlementaires sur la LOA, notamment sur toute la partie souveraineté alimentaire, origine des produits, et avec une nécessité pour nous de proposer des choses aussi nouvelles, issues de notre rapport d'orientation pour certaines, avec la création d'un livret épargne souveraineté agricole pour essayer de capter de l'épargne vers l'agriculture et essayer d'augmenter ses financements. Donc une volonté de pouvoir proposer quelque chose de nouveau, ce qu'on fait au travers de ce premier titre. Et puis tout un débat, un sujet important sur l'origine des matières premières agricoles, en lien aussi de manière plus connexe avec l'étiquetage et notre souveraineté alimentaire. Comme je disais, ça a fait couler beaucoup d'encre aussi pendant la LOA sur qu'est-ce qu'on appelle souveraineté alimentaire et sur l'origine des produits qui y sont liés.
Un titre 2 qui nous est très cher aussi chez Jeunes Agriculteurs et qui fait le lien avec ce qu'on porte dans nos 8 engagements, c'est sur finalement le changement climatique et le fait qu'on a besoin d'avoir une planification de notre agriculture sur les prochaines décennies et notamment dans les territoires les plus concernés par le changement climatique où on porte une proposition de contrat et de plan d'avenir avec une réflexion, un diagnostic à l'échelle territoriale et un accompagnement in fine des agriculteurs pour pouvoir s'adapter au changement climatique dans leur territoire et peut-être faire de nouvelles cultures, en arrêter certaines ou adapter celles qu'ils ont aujourd'hui, mais en tout cas une nécessité de pouvoir se poser et au-delà du constat, avoir une vision planificatrice sur plusieurs décennies avec des modèles de réchauffement climatique. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Évidemment, tout un axe sur le revenu, la compétitivité. Pierrick en a beaucoup parlé. J'y reviens pas plus, mais voilà, tout a été déjà explicité. On pourra y revenir dans vos questions. Sur un titre 4, notamment sur finalement une volonté de rendre le métier un peu plus attractif et globalement une volonté de libérer aussi et de faciliter les agriculteurs et de leur laisser la possibilité d'entreprendre, la possibilité d'expérimenter et de pouvoir exercer leur métier. Alors évidemment, avec aussi une nécessité de pouvoir revaloriser le métier d'agriculteur et aussi revaloriser la retraite d'agriculteur, parce qu'on parlait beaucoup d'installation, transmission avec ce choc démographique. C'est aussi important que les agriculteurs qui partent à la retraite puissent continuer à pouvoir percevoir une retraite qui soit concordante avec celle qu'on peut trouver dans les autres secteurs d'activité. Et puis enfin, un titre 5 sur la transmission et l'installation avec, évidemment, comme Pierrick le disait, une nécessité pour nous de faire aboutir des dispositifs qu'on porte depuis maintenant 4 ans, notamment sur le guichet unique. Aujourd'hui, on a un point accueil installation sur l'ensemble du territoire français. On n'a pas le pendant sur la transmission et on souhaite pouvoir avoir un guichet unique installation transmission sur l'ensemble du territoire avec une vraie offre d'accompagnement pour les futurs cédants, que ce soit sur la réflexion économique, fiscale, sociale et autres. Donc un vrai accompagnement poussé qui serait le pendant de ce qu'on a aujourd'hui sur les porteurs de projets, avec beaucoup d'éléments qu'on pourrait reprendre et qui sont aujourd'hui dans la LOA et donc qui pourraient simplement suivre sa navette et aboutir sur ces mesures RGA. Et enfin, un titre 6 sur les contraintes avec beaucoup d'aspects qu'on avait déjà effleurés dans la LOA sur des contentieux, sur finalement la réglementation aussi des agriculteurs. Donc une logique un peu globale de pouvoir accompagner les agriculteurs, favoriser l'installation, la transmission, mais aussi avoir un meilleur revenu, une meilleure rémunération et puis bien entendu avoir cette reconnaissance globale pour atteindre notre souveraineté agricole et alimentaire en n'oubliant pas justement de pouvoir avoir cette vision planificatrice à l'échelle des territoires, des départements pour avoir un accompagnement individualisé des agriculteurs. Merci M. Rouget, merci Président Aurel pour cette description très claire, c'est-à-dire, si je traduis ce que vous voulez dire, la loi LOA et plus au regard de ce que vous avez écrit dans votre proposition agriculture, entreprendre en agriculture. C'est bien ça. Donc on va passer aux orateurs de groupe, à commencer par Madame Hélène Laporte pour le Rassemblement national. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Aurel, et merci, Monsieur Rouget, de nous permettre cette audition. Au mois de mai, l'Assemblée nationale a examiné au prix de longues heures de débat un projet de loi d'orientation agricole dont la logique d'ensemble a échappé à nombre d'entre nous. En effet, derrière un objectif affiché de choc simplificateur pour assurer le renouvellement de nos exploitations, nous avons été face à un texte très pauvre en mesures concrètes en faveur de nos agriculteurs et dont plusieurs dispositions, ce qui n'était pas acceptable à nos yeux, revenaient à soumettre nos exploitants et futurs exploitants à des contraintes supplémentaires en décalage complet avec leurs besoins urgents d'une plus grande liberté. Aujourd'hui, alors que le sort futur de l'examen de ce projet de loi est des plus incertains, j'observe que nous retrouvons dans la loi « Entreprendre en agriculture », texte que vous portez conjointement avec la FNSEA, plusieurs de ces dispositions.
C'est le cas de l'article 26 qui va reprendre in extenso 7 de l'article 10 du PLOA avec l'obligation pour l'exploitant de déclarer son futur départ en retraite, au minimum 5 ans auparavant, et à celle faite au candidat à la reprise de suivre un parcours d'accompagnement par France Services Agriculture qui pourra conditionner le bénéfice des aides à l'installation. Alors que, pour mémoire, le Conseil d'État avait estimé que ces nouvelles obligations tendaient à contraindre l'exercice de la profession agricole dans des proportions inédites. Avec l'article 27, on retrouve là encore l'article 9 du PLOA et son diagnostic modulaire préalable à la cession d'une exploitation qui va complexifier encore un peu plus les dossiers de transmission, là où l'urgence serait au contraire de simplifier. Lorsqu'on continue, on retrouve aussi à l'article 19 le bachelor agro, au sujet duquel nous nous interrogeons toujours quant à sa pertinence, alors qu'en parallèle, il existe la licence pro agricole. L'article 21 reprend un article additionnel qui consacre un droit à l'essai, c'est-à-dire une mesure qui, là encore, interroge quant à son utilité dans un contexte de crise majeure du renouvellement des générations qui est étroitement lié aux difficultés extrêmes qu'éprouvent nos agriculteurs pour tirer un revenu digne de leur exploitation. Donc, en fait, ma question par rapport à votre projet, pouvez-vous développer les effets concrets que vous attendez de ces propositions pour résoudre la grave crise que traverse l'agriculture française? Et alors que votre texte présente par ailleurs un volet fiscal qui était vraiment d'une grande pertinence, ne craignez-vous pas que la reprise de ces éléments issus du PLOA, qui ne faisaient pas l'unanimité, et alors qu'en même temps les agriculteurs sont en demande de réels aménagements avec de réelles simplifications, eh bien cette reprise va l'exposer à un jugement global qui va invisibiliser vos apports? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le Président. Merci Madame la députée pour votre question et ça me donne l'opportunité de revenir sur deux des propositions qu'on avait faites et qu'on porte depuis longtemps et qui ont peut-être été mal comprises ou mal interprétées. L'idée de France Services Agriculture, ou peu importe le nom, puisque nous, dans notre rapport d'orientation, c'était un autre nom. L'idée, c'est de pouvoir lier l'installation et la transmission et d'avoir un vrai guichet unique, une vraie porte d'entrée pour à la fois ceux qui veulent rentrer et ceux qui veulent sortir du métier, pour pouvoir communiquer et avoir une bannière commune mieux identifiée. Donc vraiment ce lien installation-transmission. Dans notre logique, effectivement, nous, on était porteurs d'obligations en disant que si on veut éviter finalement cette déperdition d'agriculteurs qu'on voit depuis plusieurs décennies, il faut forcer le trait, il faut qu'on ait une forme d'obligation pour pouvoir avoir un maximum de gens qui veulent sortir ou rentrer du métier, qui puissent passer par ce guichet unique. Pourquoi ? Pas pour contraindre, mais pour mieux les accompagner et faire en sorte que, côté installation, leur installation soit viable et durable, et côté transmission, qu'on puisse mieux anticiper, mieux préparer leur transmission, notamment sur des éléments fiscaux et sociaux. Sur la partie diagnostic modulaire, l'idée, c'est vraiment d'avoir un outil au service des porteurs de projets, à l'installation, à la transmission, et même des agriculteurs, mais c'est vraiment un outil à leur service, qui serait là à la fois pour évaluer les conséquences du changement climatique sur leur projet, qui serait là à la fois pour faire une évaluation économique de l'entreprise au moment de la transmission, ou évaluer différents aspects. Mais c'est nullement une contrainte dans notre esprit de rajouter pour ce diagnostic modulaire, mais on l'a vraiment construit comme un outil au service des agriculteurs. Merci. Pour le groupe Ensemble pour la République, Nicole Lepay. Merci Monsieur le Président Pierrick Correll. Au nom du groupe Ensemble pour la République, je tiens tout d'abord à vous remercier de votre présence aujourd'hui. Nous savons à quel point les enjeux qui concernent le monde agricole sont cruciaux et nous saluons votre engagement constant à défendre les intérêts de cette profession essentielle pour l'avenir de notre pays. Vous avez montré à de nombreuses reprises votre capacité à être une force de proposition et d'instaurer des échanges constructifs, la semaine dernière encore, lors du salon du SPACE à Rennes, où une délégation parlementaire de cette commission était présente. Cette discussion a mis en lumière non seulement les défis sanitaires auxquels vous faites face, mais aussi les solutions que vous proposez de manière générale dans le document, justement vous avez fait référence tout à l'heure, que vous aviez remis aux candidats aux législatives, intitulé donc « Engagez-vous ». Dans cette charte, vous avancez 8 engagements forts pour défendre et valoriser notre agriculture dans un contexte de plus en plus exigeant, que ce soit sur le plan économique, environnemental, social et sociétal, je rajoute. Ces engagements représentent un socle de propositions ambitieuses et nécessaires pour assurer la pérennité de notre modèle agricole. En tant que signataire de cette charte, je souhaiterais vous poser une question. Comment hiérarchisez-vous les priorités parmi ces engagements ? En effet, elles sont toutes essentielles et dans le contexte actuel où les ressources, qu'elles soient humaines, financières
ou institutionnels sont limités, il est nécessaire de déterminer les actions à mener en priorité. Enfin, sur le sujet fondamental de la transmission des exploitations, enjeu majeur pour le renouvellement des exploitations agricoles, quelles sont les mesures d'accompagnement des dirigeants agricoles qui doivent être prises en place au-delà de la simple fiscalité? Et quelles actions concrètes et pratiques estimez-vous indispensables pour faciliter la transition et soutenir à la fois ceux qui transmettent et ceux qui s'installent? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur le Président. Merci pour cette question. En effet, au vu de l'urgence et du nombre de dossiers qu'on a à traiter, il est peut-être bon de hiérarchiser finalement les 8 dossiers, les 8 points, même si évidemment on appelle de nos voeux que tout aille plus rapidement sur les 8 points, puisque tout le monde y retrouvait le compte. Mais si on doit hiérarchiser, je pense qu'il est d'abord primordial de sécuriser les acquis qui ont été au moins obtenus pendant les mobilisations, promis. Excusez-moi, ça fait quand même la nuance à son importance, promis pendant les mobilisations, parce qu'en fait, sans ça, les agriculteurs, déjà qui sont un petit peu emprunts à une espèce de défiance de la parole publique et politique, je pense que là, on raterait tous l'objectif, sans parler des problématiques que ça engendre derrière, notamment en question de trésorerie, de fiscalité et de tout ce qu'on porte dans ces mesures. La deuxième chose qui me semble d'une extrême urgence, c'est la question du revenu, de l'accès au revenu des agriculteurs. Je le disais dans mon propos liminaire, tant qu'on ne répond pas à cette question du revenu, on ne s'extrait pas de toutes les autres questions et donc notre capacité, non pas à générer du revenu, mais à le conserver et à le valoriser sur les exploitations, doit être une question qui doit être traitée le plus rapidement possible. Alors Egalim est le véhicule qu'on connaît, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Ça nous oblige aussi peut-être, nous, et je le dis là au passage, à réfléchir sur qu'est-ce qu'on fait du revenu quand on est en activité. Je le dis parce qu'on a des profils de jeunes agriculteurs qui changent, qui arrivent tard dans le métier, qui repartent tôt et qui n'ont pas une vision forcément patrimoniale de l'agriculture, mais vraiment une vision du revenu et de cette question sociétale que vous avez évoquée dans votre question. Et puis évidemment, ce qui est cher à jeunes agriculteurs, c'est la réforme de l'installation, de la transmission, avec toutes les mesures qu'on porte, notamment dans LOA. Et donc ça constitue l'enjeu démographique qui est lié. C'est évidemment une priorité pour nous. Ça serait les 3 priorités à mettre le plus en avant. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe LFI, Manon Meunier. Merci, Monsieur le Président. Egalim 1, Egalim 2, Egalim 3, bientôt Egalim 4, ainsi se succèdent et échouent les nombreux gouvernements d'Emmanuel Macron auprès de la grande distribution sans réussir à leur imposer de payer des prix rémunérateurs aux agriculteurs. Et ça donne ces 3, bientôt 4 lois Egalim inefficientes qui tentent avec peu de succès de faire taire les tensions du monde agricole. Et pourtant, d'ici à 2030, un agriculteur sur 2 va partir à la retraite. On a donc un immense enjeu de renouvellement des générations agricoles devant nous et l'une des premières choses à faire si l'on veut que de jeunes agriculteurs s'installent, c'est bien d'assurer le fait qu'ils puissent vivre de leur travail. La pauvre loi d'orientation agricole de Marc Fesneau, encore ministre de l'Agriculture il y a de cela 2 jours, ne va a priori pas changer grand-chose. Et sur ce point, il semble que nous soyons d'accord puisque vous avez sorti, vous l'avez rappelé, en tant que syndicat Jeunes Agriculteurs, votre propre proposition de loi pour pallier au manque du projet de loi existant. Et il y a des idées intéressantes dans cette proposition de loi. Vous proposez par exemple d'accompagner les projets de transition d'agriculteurs ou d'agricultrices, réaliser un diagnostic, proposer un accompagnement, y compris financier, à celles et ceux qui adaptent leur activité pour mieux prendre en compte les enjeux environnementaux et sociaux. Vous proposez également l'idée de créer un droit à l'essai préalable à l'installation, bref, des solutions que nous rejoignons. Mais sur le prix, je reste sur ma faim. Alors certes, dans votre proposition de loi, j'ai compté 9 propositions de nouveaux crédits d'impôt ou d'exonération fiscale sur certains secteurs. S'il y a en effet un travail à réaliser du côté des charges pour rééquilibrer, faire en sorte que, comme on dit, les petits payent petits et les gros payent gros, je ne suis pas certaine en revanche que cette succession de crédits d'impôt réponde aux problèmes de fond de la rémunération agricole. Passer les agriculteurs d'une dépendance à la grande distribution vers une dépendance à l'argent public et au crédit d'impôt dans le contexte austéritaire voulu par le gouvernement actuel me semble un pari risqué. Et d'ailleurs, ce que les agriculteurs demandent la plupart du temps, ce n'est pas de vivre d'argent public, mais bien de vivre de leur travail. Ils demandent donc des prix rémunérateurs. Et sur ce sujet, c'est l'article 12 de votre proposition de loi. Et vous restez sur un modèle
Egalim. D'une certaine façon, vous avez écrit Egalim 4 pour notre nouveau ministère qui saura certainement reprendre cette proposition, puisque votre proposition reste en effet sur un système de contractualisation qui laisse sur le bord de la route certaines filières qui n'ont pas d'organisation de producteurs, par exemple, où les agriculteurs et agricultrices négocient plus isolément. Nombreux sont, par exemple, les éleveurs et éleveuses du Limousin qui fustigent ce fonctionnement Egalim, qui semble à peine les concerner et laisse les éleveurs sans rapport de force pour négocier leur prix. Pourtant, il existe des solutions plus protectionnistes. La mise en place de prix planchers, de prix rémunérateurs minimum, réfléchis par des conférences de filières, soumises à une évolution flexible dans le temps selon les aléas extérieurs, avec des contraintes, des contours auxquels on pourrait réfléchir ensemble, mais qui donnent toujours le premier mot aux agricultrices et aux agriculteurs. Alors pourquoi ne pas y aller plus franchement sur la régulation du marché et de la grande distribution? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le Président. Merci de votre question. En effet, elle est d'une importance capitale, puisque la question du revenu, pour nous, réglera quand même bon nombre de sujets conjoncturels et structurels de notre modèle agricole. Pourquoi on reste sur Egalim? Parce que d'une part, on n'a pas été au bout, et vous l'avez dit, sur la signature des contrats des éleveurs, notamment, qui ont du mal à s'intégrer dans le système de contractualisation. Pourquoi? Parce que, notamment en viande bovine, et ce n'est pas le cas de toutes les filières, mais notamment en viande bovine, depuis toujours, on fonctionne de gré à gré, avec des maquignons, et les habitudes sont dures à changer. On en sait quelque chose quand on est chez Jeune Agriculteur. Et donc, de faire intégrer le fait que ça ne sera pas le marchand qui aura pris 20 centimes au voisin et qui viendra nous les donner en nous expliquant qu'on est plus fort cette semaine, qui va régler la question du revenu en agriculture. Et donc, voilà pourquoi, dans Egalim, on pousse des contrats, parce que quand on est contractualisé, qu'on a contractualisé sa production, on a quand même sécurisé d'une part son revenu et d'autre part une partie de ses charges d'exploitation qui sont soumises à des variations qu'on sait aujourd'hui pas maîtriser. Et donc c'est pour ça qu'on souhaite contractualiser avec des indicateurs de coût de production, un minimum d'indicateurs de coût de production, et pas un prix de marché, parce qu'en face d'un prix de marché, on a une grande distribution qui a des lois, notamment LME pour ne citer que elle, qui n'a pas été réformée depuis 2008, avec un sujet en 2016, mais qui contraint les agriculteurs et qui ont un arsenal beaucoup plus efficace que ce qu'on a comme nous, producteurs en face. Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe socialiste, Mélanie Thomas. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Pierrick Orel, laissez-moi avant tout vous remercier au nom du groupe socialiste et apparenté pour votre présence devant notre commission et pour vous féliciter de votre récente élection à la tête des jeunes agriculteurs. Vous avez raison de souligner que dans un contexte de crise politique, il y a beaucoup d'inquiétudes et de dossiers dans le monde agricole qui restent aujourd'hui sans réponse. Je voulais revenir avec vous concernant un sujet en particulier, celui des épizooties, comme la maladie hémorragique épizootique et la fièvre catarrhale ovine qui se prolifèrent dangereusement sur le territoire national. Cette progression inquiète nos éleveurs, déjà fortement éprouvés par la crise économique, avec la hausse des coûts de production, la hausse des prix des matières premières agricoles, ou encore la perte de productivité due à la crise climatique. Ces épizooties conduisent à des pertes massives dans les cheptels, à des pertes de revenus importants également. Et dans ma circonscription, à Anvec, c'est l'ensemble d'un élevage volailler qui a été abattu récemment suite à la détection du virus de l'influenza aviaire. Transmission de l'épidémie, probablement via la faune sauvage environnante, c'est-à-dire les goélands. Ces graves crises sanitaires appellent à des réponses et un soutien fort de l'État, une réponse coordonnée, rapide, d'ampleur et cruciale, afin d'éviter des pertes trop massives et de circonscrire au maximum ces épizooties. Or, nombreux sont les agriculteurs se plaignant des capacités du déploiement de la stratégie vaccinale et d'un accès aux vaccins insuffisant. À ce titre, comment évaluez-vous l'efficacité de cette stratégie vaccinale actuelle? Selon vous, est-elle suffisante pour atteindre l'immunité des troupeaux? Par ailleurs, quelles adaptations doivent être opérées et mises en place, notamment dans l'industrie du médicament et pharmaceutique vétérinaire, pour que la France soit plus résiliente, plus réactive et davantage souveraine face à ces crises sanitaires? Enfin, comment jugez-vous les processus d'indemnisation des aléas sanitaires et l'efficacité du Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le Président.
Merci. Alors, en effet, plusieurs sujets sur la question de la vaccination. Le premier, c'est quelle stratégie on a. Moi, ce que j'observe, c'est qu'on a une stratégie à chaque fois qu'on est impacté, mais peu de stratégies de prévention ou en tout cas de détection et de. Parce que c'est pas nouveau, hein, la FCO sur le territoire. C'est chaque année. Ce qui est nouveau, c'est en fonction du climat, la force qu'on est frappé. Mais on devrait être en capacité quand même de pouvoir avoir une stratégie de prévention, en tout cas de schéma vaccinal avant, plutôt que d'attendre que ça frappe pour répondre, parce qu'en fait on court après et on subit et on se met jamais en position de préparation. Ça fait lien tout de suite avec la question de notre stratégie de production de vaccins sur le territoire, parce que pour l'instant on ne produit pas de vaccins. Ils sont produits à l'étranger, et en tout cas pour la FCO. Et donc, quand ces pays-là sont touchés, priorité nationale aux pays qui produisent, et donc on n'a pas de vaccin. Donc, replacer le sujet de la fabrication du vaccin et la stratégie vaccinale en France, je pense que ça mérite d'être creusé, d'être retraité plus largement, au-delà du système, de savoir quand on a besoin, on commande vite des doses. Moi, ça me semble quand même peu opportun comme stratégie. On sait qu'on va être de plus en plus confronté à des nouvelles maladies, des nouvelles épizooties qui remontent du sud. C'est pas nouveau, ça fait des années que ça dure. Ça va s'inscrire dans le temps. Donc voilà, je trouverais ça plutôt rassurant qu'on travaille sur le sujet vaccinal, au moins pour la question de l'élevage, et puis sur la question de la protection et du FMSE auquel vous faites référence. Moi, je pense qu'on a besoin de renforcer ça. C'est un outil qui fonctionne pas mal. En revanche, c'est pareil, c'est un outil qui commence à avoir un peu d'âge, et donc peut-être retravailler en même temps que le schéma vaccinal et la stratégie vaccinale. Merci. Pour les Républicains, Julien Dive. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, félicitations pour votre prise de fonction il y a maintenant quelques semaines. Je ne vais pas m'attarder sur la loi, puisque même si notre groupe a soutenu ce texte dans la précédente mandature, bien que faillible, je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir dans les semaines qui viennent, selon ce qu'il y ait une deuxième lecture ou selon ce qu'on ait un autre type de texte. Aujourd'hui, le sujet qui concerne l'ensemble des exploitations, c'est bien sûr la trésorerie. Vient d'être évoqué avec les épizooties qui condamnent un certain nombre de cheptels en ovins, en bovins, et même on pourrait même parler même des volailles, parce qu'on est à l'abri de rien. Et l'enjeu de la reconstitution des cheptels pour l'année 2025 est essentiel, et donc il faut s'assurer qu'il y a la trésorerie. De la même manière, la moisson dégradée de 2024, moins 30, moins 40, moins 50% par endroit de rendement en blé. J'ajoute à cela des catastrophes climatiques aussi sur certaines autres cultures comme le lin. J'ai découvert 17 hectares de lin dans l'Oise complètement retournés d'un coup de tempête. On voit bien que de toute façon cette année a été catastrophique, et l'enjeu de la trésorerie se pose quasiment pour toutes les filières. Et là, les betteraviers chez moi sont en train de commencer la campagne et s'aperçoivent que même les productions ne sont pas bonnes. Donc l'enjeu de la trésorerie peut passer par deux enjeux. Le premier, c'est celui d'un PGE, proposition qui est formulée par les syndicats. J'aimerais recueillir votre avis sur cette question d'un PGE. C'est ce qui avait été déclenché en 2016 déjà. L'année 2016 était du même acabit. Un PGE avait été engagé pour 8 ans. On arrive au terme de ce PGE de l'époque. Quelle est votre position sur la mise en place d'un PGE s'il est obtenu, bien sûr, par les arbitrages ministériels? Et le deuxième sujet pour couvrir ces besoins de trésorerie, c'est bien sûr les avances de versement de la PAC. On a obtenu le feu vert de la Commission européenne pour que cette avance soit à 70% d'un côté pour la PAC et l'ICHN à 85%. On était même au-delà avant 2016, on pouvait même aller jusqu'à 90%. Avoir votre avis sur ces besoins d'aller plus loin que ces 70%. Et puis pour clore mon propos sur la question de la PAC, on est en train de découvrir les conclusions du dialogue stratégique qui pose les jalons de la PAC post-2027. Et j'aimerais avoir votre avis sur ce dialogue stratégique. Merci, chers collègues. Monsieur le Président. Oui, donc pour répondre à la question, c'est vrai que sur la question de la trésorerie, on a le sujet de ceux qui peuvent encore
faire un PGE. C'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui sont, la question de rembourser quoi que ce soit, et c'est pas Ypsilon, hein, ça c'est représentatif, notamment sur pas pour stigmatiser, mais sur le sud de la France, qui est région Occitanie, qui est quand même durement touchée par les aléas climatiques, et question de récolte et tout ça. Donc il va falloir réfléchir à un accompagnement peut-être différent pour ceux-là. Et sur la question du PGE, c'est ce qu'on portait ni plus ni moins dans les mobilisations. Ça va faire bientôt 8 mois, un peu plus. Pas de dossier déposé parce qu'on n'a pas le dispositif qui est opérationnel. Et ça, nous, on se le dit là, mais si on le dit sur le terrain, c'est ce qui rajoute à la crispation et qui énerve et qui exaspère tout le monde. Donc il faut qu'on ait accès à ces PGE, notamment par la BPI, garanti par la BPI, que ce soit opérationnel, que cet outil soit opérationnel au plus vite, parce que si l'année dernière c'était une partie de la ferme France, cette année c'est les 3/4 donc qui en auraient besoin, et ça fait le lien avec vous le disiez, le versement des aides de la PAC, alors qu'ils sont une avance, il faut le rappeler aux agriculteurs, parce que normalement on n'est pas censé pouvoir être payé à ce moment-là. Enfin, si on n'est pas payé, et on l'a eu en alerte, nous, assez récemment, qu'il pouvait y avoir des difficultés dans les délais d'instruction. Si les agriculteurs ne sont pas payés de la PAC là tout de suite, ça va poser de gros soucis, et on n'arrivera pas, nous, à faire le service après-vente de ce retard, évidemment. Et donc, on sera très attentif à ces paiements-là. Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe Écolo et Social, Benoît Biteau. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous les deux de venir vous prêter à cet exercice d'audition par cette commission. Les jeunes agriculteurs, leur logiciel, leur colonne vertébrale, leur ADN, c'est forcément la vision à long terme, puisque par définition vous êtes jeune et que vous essayez de vous projeter dans la durée. Et donc il faut intégrer dès maintenant ce qui menace une carrière d'agriculteur au moment où il s'installe. Et force est de constater que ce qui aujourd'hui menace, et malheureusement les années se succèdent et se ressemblent toutes de plus en plus, c'est le dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité. Et donc nous, élus, devons essayer de travailler sur les politiques publiques, les réglementations qui vous permettent dans ce contexte-là, continuer d'être agriculteur. Et vous parliez d'installation, d'attractivité, de viabilité, de vocation. Je pense que si on n'est pas au rendez-vous de cette logique-là, on n'arrivera plus à attirer des agriculteurs. Et donc, on doit travailler sur les deux piliers qui constituent le revenu des agriculteurs. C'est bien sûr la juste rémunération de vos produits. C'est ce que tentent de faire pas bien les lois Egalim sur la table aujourd'hui. Il faut qu'on progresse significativement sur ce sujet-là. Mais on doit aussi essayer de vous accompagner dans une forme de rémunération pour que vous ayez cette visibilité qui fait l'attractivité demain du métier. Et donc, il n'est pas contestable que nous devons progresser sur ces sujets-là. Moi, je parle souvent de paiement pour services rendus, pour services écosystémiques, qui sont peut-être une solution pour avoir cette visibilité de rémunération au-delà d'un prix rémunérateur pour les agriculteurs. Et au moment de l'installation, même si on ne conteste pas l'intérêt des dotations de jeunes agriculteurs, des aides au moment de l'installation qui sont un coup de pouce donné aux jeunes candidats à l'installation, je pense qu'il faut qu'on donne une vision à long terme de ce que peuvent être les politiques publiques autour de ces rémunérations pour que, justement, vous puissiez réussir à voir dans la durée comment vous pouvez vous projeter en tant qu'agriculteur sur fond de dérèglement climatique et d'effondrement de la biodiversité. Donc voilà, c'est l'équation, je pense qu'il faut qu'on essaie de résoudre ensemble avec vous, qui représentez les générations futures. Et donc, je rejoins mon collègue Julien Dive. J'aurais bien aimé vous voir réagir sur, mais vous l'avez déjà fait, sur le dialogue stratégique qui est proposé par l'Union européenne aujourd'hui et voir comment est-ce que cette future PAC post-2027 peut peut-être répondre à ces questions-là pour que vous, les jeunes agriculteurs, puissiez vous renouveler, puisque ça a été dit, je ne sais plus par quel collègue, mais une grande partie des agriculteurs vont partir à la retraite, j'en fais partie d'ailleurs de ceux-là, et il va falloir savoir trouver des forces vives, des jeunes, pour reprendre le flambeau derrière ces départs à la retraite. Merci, chers collègues. Il vous reste 1 minute pour répondre.
Oui, merci Monsieur le député pour votre question. Effectivement, quelque chose d'indispensable pour nous au moment de l'installation de pouvoir finalement avoir cette vision à long terme. Dans l'idée, on n'installe pas pour 6 mois et non pas pour 2-3 ans non plus, mais bien pour une décennie ou beaucoup plus pour une carrière entière, même si on peut avoir des modèles d'installation qui sont complètement différents. Et nous, ce qu'on veut absolument, c'est qu'au moment de l'installation, on puisse mettre à l'épreuve, et ce n'est pas un gros mot de le dire, mais mettre à l'épreuve le projet du jeune au regard du changement climatique de son territoire. Et ça, on est capable de le faire aujourd'hui avec des modélisations, par exemple sur une trajectoire de +4 de réchauffement climatique par rapport au territoire concerné. On a les données pour le faire, alors qu'il reste voilà, une estimation et finalement un scénario type. Mais nous, ce qui est important, c'est vraiment de se dire, quand on installe demain, on veut que l'installation, elle soit durable et qu'elle soit viable. Et pour ça, on a besoin de prendre en compte le changement climatique et on partage cette vision. Merci. Pour le groupe Horizon, Monsieur Thierry Benoît. Merci, Monsieur le Président. Ce premier semestre, on a en effet discuté du projet de loi d'orientation agricole et à titre personnel, j'ai regretté avec d'autres qu'il n'y ait pas dans un projet dit de loi d'orientation agricole un volet qui parle foncier. Vous êtes 2 jeunes agriculteurs et la préoccupation première pour un jeune agriculteur, c'est l'accès au foncier. Donc j'aurais voulu connaître un petit peu vos orientations parce que je m'étonne aussi que le président de la FNSEA soit très discret sur ce sujet. Accès au foncier, accaparement, spéculation. Je trouve que c'est un sujet pour la France qui est majeur. En rappelant que pour l'instant, le prix du foncier en France, comparé à d'autres pays voisins européens, il est, je dirais, acceptable. C'est le premier point. Le deuxième point concerne le revenu agricole et le partage de la valeur. On y travaille depuis de nombreuses années et on a du mal à faire la vérité sur le partage de la valeur. Vous avez rappelé, Monsieur le Président, à l'instant, il y a quelques minutes, que vous souhaitiez que Egalim, la démarche originelle, soit confirmée, à savoir des prix rémunérateurs qui se basent sur les indicateurs de coûts de production. Mais ceci, malgré tout, pour nous, législateurs, comme pour vous, responsables agricoles, se heurte à une réalité, ce sont les prix des marchés européens et les prix des marchés internationaux. Troisième volet, c'est sur l'élevage. Moi, je suis député d'Ille-et-Vilaine, dans le bassin de laitier de Fougères. Je suis très inquiet sur la question de l'élevage et que ce soit la politique agricole commune qui, depuis 40 ans, est orientée sur les surfaces ou que ce soit le débat sur les élevages hors sol. Je rappelle que, par exemple, entre 1999 et 2024, en 25 ans, la consommation de volaille en France, elle a augmenté de 54%. Et aujourd'hui, un poulet de chair sur 2 est un poulet d'importation. Quelle est votre vision, vos orientations pour soutenir l'élevage dit hors sol? Dernier point, les retraites. Le nombre de cotisants est en sévère diminution. Est-ce qu'on n'a pas à réfléchir un jour à adosser le régime agricole des agriculteurs, la MSA, au régime général, comme ça s'est fait pour les indépendants il y a quelques années? Merci, chers collègues. Monsieur Rouget. Merci pour cette question. Revenir sur la partie du foncier. Effectivement, c'est un gros point extrêmement important qui n'était pas présent finalement dans la LOA. Pour autant, je le disais, ce sujet-là, il est extrêmement important pour nous et on partage vos préoccupations. Force est de constater néanmoins que le sujet du foncier, on partage l'ambition que c'est quelque chose d'important, mais quand on rentre dans le détail de qu'est-ce qu'on veut faire, très concrètement, on l'a bien vu sur le dispositif Sampastu, et bien au final, plus personne n'est d'accord. Il faut se le dire, plus personne n'est d'accord. Même nous, au sein de la profession agricole, c'est un sujet complexe. On n'a pas peur de le dire, c'est un sujet complexe. Et on a eu besoin
de se poser déjà, nous, en interne, dans notre réseau, et d'établir des propositions qui sont maintenant dans notre rapport d'orientation. Ce n'est pas quelque chose qu'on vend. On a bien un rapport d'orientation avec des propositions en ce sens-là, qu'on a fait valider par l'ensemble de nos congressistes et de l'ensemble des représentants de nos syndicats locaux. Et maintenant, on souhaite pouvoir les porter d'abord en interne auprès de la profession agricole et aussi avec vous, parlementaires, pour les voir aboutir. Merci pour cet esprit synthétique sur une question aussi complexe. Donc, des questions complexes. Pour le groupe Lyot, j'ai l'impression que M. Harold Huvart n'est plus là. Il est là? Non. Donc, on va passer aux questions individuelles. Tous les orateurs de groupe sont intervenus. Alors, on va commencer par M. Julien Gabaron. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Aurel, Monsieur Rouget, merci pour votre présence. Moi, j'ai une question sur votre vision. Vous avez évoqué la question démographique, derrière laquelle peut se poser la question de notre modèle agricole. La France métropolitaine comptait 390 000 exploitations agricoles en 2020, soit 100 000 de moins qu'en 2010. La baisse est continue depuis 50 ans, même si le rythme de cette baisse s'atténue. Les futurs départs à la retraite vont mécaniquement diminuer encore le nombre d'exploitations dans les années à venir. Or, selon vous, qui incarnez l'avenir de l'agriculture française, le salut de notre modèle agricole passe-t-il par un maintien du nombre d'exploitations proche du niveau actuel avec une planification des cultures, ou au contraire par un regroupement et une concentration toujours plus poussée afin de concurrencer les super exploitations des géants agricoles? Je vous remercie et à travers vous, je salue le courage et la résilience des jeunes agriculteurs dans un contexte plus heurté pour notre agriculture. Merci, chers collègues. On va passer toute la série de questions individuelles et vous répondrez globalement. Vous aurez tout le temps que vous voulez pour répondre à l'ensemble des questions. Monsieur Stéphane Travert, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président des Jeunes Agriculteurs, d'abord, moi, je veux vous féliciter pour votre élection récente à la tête des jeunes agriculteurs. Vous le savez comme moi, mais la souveraineté alimentaire, elle repose sur 3 piliers. L'installation, le renouvellement des générations, la compétitivité des exploitations et puis la capacité d'adaptation face au changement climatique. Sur le volet installation, la politique foncière, le sujet de l'accaparement des terres est un sujet absolument majeur. Nous avions proposé dans la première version de la PLOA et travaillé dessus en commission un dispositif nommé le GFAI. Et je souhaiterais connaître, Monsieur le Président, quelles sont les évolutions que vous souhaiteriez voir apporter à un dispositif comme celui-là pour nous permettre de remettre sur le métier le travail sur ce beau débat parce que, comme l'a dit mon collègue très justement Thierry Benoît, la question du foncier est absolument indispensable demain pour assurer le renouvellement des générations. Merci. Merci, chers collègues. Monsieur Laurent Alexandre. Merci, Monsieur le Président. Merci aux représentants d'IGA. La propagation de maladies qui touchent les bêtes d'élevage, comme la fièvre catarrhale ovine, provoque une crise agricole importante et l'inquiétude de nombreux éleveurs, y compris dans mon département de l'Aveyron. Elle s'ajoute aux dégâts provoqués par l'importation de viande néo-zélandaise à bas prix et à une dérégulation des marchés soutenue par la Commission européenne et le gouvernement Macron. Ce dogme du libre-échange favorise donc également la diffusion des foyers infectieux et nous sommes nombreux à considérer la réponse de l'État comme insuffisante. Parmi les propositions des députés LFI et NFP, il y a plusieurs propositions. Permettre par exemple l'accès à la prise en charge à 100% des vaccins, accélérer la recherche sur les maladies virales. Et donc ma question sera double. Considérez-vous que la réponse de l'État est adaptée et à la mesure de l'urgence? Quelles nouvelles mesures vous paraissent prioritaires pour conjurer cette crise? Merci. Merci. Madame Marie-Noëlle Battistel. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'aurais souhaité rebondir sur l'intervention de ma collègue Mélanie Thomas et faire un zoom plus particulièrement sur l'agriculture de montagne, étant députée de la montagne iséroise et notamment sur la question de la fièvre catarrhale ovine qui, dans un premier temps, ne touchait pas particulièrement la montagne, mais qui s'est largement développée. Et pour preuve, nous avons depuis 15 ans une descente des alpages qui se tient à Grenoble et qui permet ce lien entre les éleveurs et le grand public qui est annulé cette année par une contamination extrêmement large, évaluée à 35%
de la population ovine, donc qui entraîne évidemment une détresse très importante des éleveurs. Et donc j'aurais voulu savoir si vous aviez des remontées particulières sur cet élevage de montagne, si évidemment, comme mes collègues l'ont posé, si vous pensez que les mesures de l'État sont aujourd'hui adaptées et quel traitement préventif vous proposeriez en termes de trésorerie pour rejoindre la question de mon collègue Dive. Merci, cher collègue. Monsieur Patrice Martin, pardon. Micro. Ce sera mieux. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, jeunes agriculteurs. La semaine dernière, la Commission des affaires économiques, accompagnée de l'ancien président et nouveau ministre de l'économie, s'est rendue au SPACE de Rennes pour échanger avec des agriculteurs, particulièrement sur le stand JA. Conscient des défis à venir, notamment du départ à la retraite de près de 200 000 agriculteurs dans les prochaines années, les jeunes agriculteurs se trouvent face à une double nécessité, renouveler la profession tout en préservant l'autonomie alimentaire de la France. Pour répondre à ces enjeux, ils insistent sur la nécessité d'assurer des revenus suffisants et de moderniser leurs exploitations afin de relever les défis économiques et environnementaux de demain. Mais au-delà de ces aspects, ils appuient particulièrement l'importance cruciale de la transmission des exploitations. Sur ce point, ils expriment des réserves quant à l'article 8 du projet de loi d'orientation agricole concernant la fiscalité des transmissions et demandent un allègement fiscal adapté à leur situation. Face à ces enjeux, quelle est votre position d'adaptation des mesures fiscales pour faciliter la transmission des exploitations? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur Jean-Pierre Vigier. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président des jeunes agriculteurs, félicitations pour votre élection. Aujourd'hui, l'élevage ovin, bovin et caprin français sont touchés par la FCO, les MHE. Ces deux maladies, et vous le savez, font des ravages importants sur les cheptels. Jusqu'à 30% des troupeaux sont touchés et certaines exploitations sont en danger, sans parler du moral au plus bas de nos éleveurs, et vous le savez. Ces exploitations permettent, de maintenir une vie économique et agricole sur des territoires ruraux et de montagne, de maintenir des paysages ouverts et de renforcer ainsi l'attractivité de nos territoires. Je le dis clairement, il faut des mesures urgentes et des mesures fortes. Aussi, en tant que président des jeunes agriculteurs, quelle est votre évaluation sur le diagnostic existant et surtout, quelles recommandations et peut-être des aides exceptionnelles proposez-vous pour faire face à cette grave crise? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Madame Aurélie Trouvé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président des jeunes agriculteurs, je suis heureuse d'abord que nous puissions vous auditionner. Alors je le sais, nous le savons, les prix rémunérateurs font partie du cœur des revendications des jeunes agriculteurs, à juste titre, parce qu'il n'y a pas d'installation sans perspective de revenus dignes. Bien évidemment, c'est la clé du renouvellement des générations. C'était aussi l'objectif de la loi d'orientation agricole, et je crois que nous partageons ce constat. Dans la loi d'orientation agricole, il n'y a rien qui puisse véritablement assurer des prix rémunérateurs. Mais pire encore, j'ai bien écouté la nouvelle ministre de l'Agriculture, Madame Genevard, et elle ne propose rien non plus pour l'instant sur le soutien et la garantie de prix rémunérateurs. Je suis d'autant plus sidérée, vu l'année que nous connaissons pour les agriculteurs, des crises sanitaires, des rendements au plus bas, des prix faibles dans le bio, la qualité, l'élevage. On le sait, par exemple, c'est les chiffres de l'INRA, 20% des agriculteurs sur les 12 dernières années ont gagné moins de 6 100 € l'année. Moins de 6 100 € l'année. Alors, cette question, sachant que les marges des grands industriels agroalimentaires sont à 40% contre 35% il y a 5 ans, qu'exigez-vous de Madame la Ministre pour des prix rémunérateurs? Quelles sont les premières mesures, selon vous, qu'elle devrait enfin déclarer? Merci, cher collègue. Ou en tout cas projeter. On va prendre une dernière question et vous répondrez à la première salle de questions, enfin un deuxième groupe de 6 ou 7 questions. Monsieur Julien Dive, s'il vous plaît. Ah bah vous êtes marqué comme intervenant individuel. Je vous raille alors. Bon alors vous passerez à Monsieur Benoît Biteau. Merci Monsieur le Président de me redonner la parole. On a évoqué dans ma première intervention plutôt les aspects d'installation, mais vous avez ouvert un autre pan important qui est la transmission. C'est Julien qui l'a fait. Et je pense qu'on parlait tout à l'heure de la transition des pratiques agricoles. C'est précisément au moment de la transmission qu'on peut justement imaginer comment est-ce qu'on peut réinventer les pratiques agricoles qui permettent aux jeunes agriculteurs de voir un peu comment il peut se projeter dans l'avenir. Et vous avez évoqué le guichet unique transmission-installation. Et donc j'avais deux questions. Quelles sont les raisons pour lesquelles aujourd'hui
on n'arrive pas à vraiment faire vivre ce guichet, cette rencontre entre les cédants, ceux qui se préparent à partir à la retraite, et les candidats à l'installation. Et quelles seraient vos solutions pour que ce dialogue s'installe, que cette relation se mette en place, et que ce soit le moment où, justement, on puisse imaginer le basculement de pratiques et donc d'outils de travail. Merci. Donc, on va prendre cette première série de 8 questions. Messieurs, à vous la parole. Merci bien. Peut-être commencer par la question qui est revenue plusieurs fois sur la FCO et puis la maladie hémorragique qui quand même inquiète particulièrement nos agriculteurs et l'ensemble des territoires. Ça se ressent très bien dans cette commission et c'est bien normal. Sur la question notamment des territoires de montagne, pour le coup, c'est plutôt des territoires de montagne que j'ai entendu sur la question, même si évidemment, ça ne se cantonne pas au massif, ça serait trop facile, mais ce sont particulièrement des systèmes qui sont exposés parce que liés notamment à la transhumance, sur des systèmes plutôt très extensif. Et donc, voilà, la question du revenu qui se fait notamment sur cette partie estivale peut être largement comprise par tout le monde, parce que si le revenu, si la production est impactée, évidemment, avec ces questions de transhumance et autres, ça pose un problème. Ça nous pose un problème, en fait, plus largement sur la question qui était de comment on traite notre accès au vaccin et quelle ambition on lui donne. Et donc voilà, moi ce que je redis là, c'est que aujourd'hui pour moi la stratégie n'est pas la bonne, c'est-à-dire quand on constate qu'on est frappé par la maladie, elle va plus vite que notre réponse. On n'est pas du tout adapté dans l'opérationnel pour faire face. Alors, ça fait le lien, c'est pas ressorti là, mais j'en profite pour passer le message avec notre question de tissu vétérinaire en milieu rural qui s'érode, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter à d'autres moments. Mais donc on a la question de l'accès au vaccin, donc avec la production, la question le déploiement sur le territoire avec les vétérinaires. Donc voilà, et si on n'instaure pas une stratégie de diagnostic de quelles sont les maladies auxquelles on va être confronté et la rapidité d'expansion de ces maladies sur le territoire, enfin moi je veux bien qu'on fasse des prêts de trésorerie, des prêts relais chaque année pour les agriculteurs, mais c'est pas tout à fait ce qu'on demande, et ça répond en rien à l'enjeu d'expansion des maladies. Et donc voilà, bon, ceci dit, j'entends la question de l'accès à la trésorerie. Moi, je pense qu'il va falloir très vite, mais c'est encore un peu tôt pour avoir une vue d'ensemble sur les pertes de production au-delà des animaux qui sont morts, mais sur les pertes de production, notamment laitiers et animaux, qu'il va falloir très vite jauger pour pouvoir apporter une réponse en termes de trésorerie sur ces pertes de production-là, pour pas laisser les agriculteurs dans l'impasse, notamment les agriculteurs de montagne, qui sont durement touchés aussi, pour le coup, sur l'FCO, un peu moins sur MHE, mais on n'a pas encore tout à fait le dernier retour. J'en profite aussi pour répondre sur la question du libre-échange et sur la question plus globale de l'accès aux revenus. Moi, Galim, je trouve que, enfin, on peut être dans les postures, j'entends. Ce qui m'intéresse, c'est les solutions qu'on offre aux agriculteurs. Egalim, pour ceux qui ont signé des contrats, avec les coûts de production qu'on a et les prix de marché qu'on a, où les contrats sont proposés à 60-80% de coûts de production et le reste de part de marché, il n'y a pas un agriculteur qui viendra vous dire que ça ne marche pas. Pas un. Parce que ça fonctionne. Là où c'est plus compliqué, c'est qu'on a du mal à le déployer. On a du mal à le déployer parce que, vous l'avez dit, il y a une partie qui répond au marché mondial, c'est la mondialisation, c'est comme ça. On a aussi en face un système de distribution qui n'est pas forcément prêt à se remettre totalement en question, parce qu'habitué à avoir une loi, la LME, qui les protège sur des services dans lesquels nous, on ne peut pas discuter. Et donc, renverser la vapeur qui est installée depuis maintenant fort longtemps, je pense que ça prend du temps. On a aussi un travail à faire chez nous, les agriculteurs, je le redis, sur notre sensibilité à contractualiser notre production. Je suis d'un territoire où il y a un petit peu de fruits et légumes. Contractualiser la production en fruits et légumes, c'est difficile à faire prendre en considération, parce qu'il y a de la saisonnalité, parce que c'est marché mondialisé et que c'est pas toujours évident.
Enfin bon, là, les réalités économiques qu'on connaît sur nos exploitations, si on sanctuarise pas ça, on règle pas la question du revenu. Donc pour moi, Egalim est le bon véhicule, faut le faire évoluer et qu'on essaie tous de sortir de posture parce qu'aujourd'hui, ça fonctionne pour ceux qui sont contractualisés et qui sont allés au bout de la démarche. Peut-être, Julien, te laisser la parole pour répondre sur les questions de modèle agricole, de GFAI et autres. Merci Président, merci Mesdames et Messieurs les députés pour vos questions. Revenir tout d'abord donc du coup sur notre vision, sur le modèle agricole, sur le nombre d'exploitations. Il est évident pour nous, chez Jeunes Agriculteurs, qu'on doit maintenir un maximum d'agriculteurs. Et là, on voit qu'aujourd'hui, quand on regarde les chiffres qu'on compile entre les données de l'INSEE, celles de la MSA et puis de l'ASP pour comparer avec les installations aidées et non aidées, on est déjà dans un déficit structurel entre les départs et ceux qui s'installent, aux alentours de 6 000. On a une vingtaine de milliers d'agriculteurs qui partent à la retraite et toute installation confondue, on approche 14 000 en fonction des années. Donc on a déjà un déficit structurel de 6 000. Et aujourd'hui, avec tous les agriculteurs qui vont partir à la retraite, on va avoir globalement une hausse d'environ 30% des départs à la retraite. Et si on maintient, seulement si on maintient le nombre d'installations, on va augmenter cruellement au moins de 5 ou 6 000 notre déficit entre ceux qui partent et ceux qui rentrent dans le métier. Donc pour nous, c'est une priorité absolue, avec le revenu, de pouvoir travailler sur ces questions d'attractivité du métier et donc du coup d'installation-transmission, parce qu'on a envie d'avoir un modèle familial, d'avoir un maximum d'agriculteurs dans nos campagnes pour justement avoir ces dernières les plus vivantes possibles avec tout le milieu rural que Pierrick a évoqué. Sur ces questions d'installation-transmission, je rebondis sur la question justement plus spécifique à la transmission. Les politiques publiques, elles ont beaucoup travaillé sur l'installation. On a énormément de solutions, pas forcément toutes bien adaptées, mais on a énormément de propositions sur l'installation, sur des fonds de portage, sur de l'accompagnement financier, sur un guichet unique. On a un PAI sur l'ensemble du territoire national. On n'a pas son équivalent sur la transmission. La transmission, comme on le disait souvent, c'est vraiment le parent pauvre des politiques publiques. Et aujourd'hui, ce qui est nécessaire, c'est d'avoir cet équivalent sur la transmission, d'avoir ce guichet unique pour l'ensemble de ceux qui vont partir à la retraite ou qui veulent simplement s'informer, poser des questions. On a besoin d'avoir ce PAT, ce point accueil transmission, peu importe comment il s'appelle d'ailleurs, mais d'avoir ce guichet unique pour l'ensemble des cédants et de pouvoir mieux les accompagner. Mais pour mieux les accompagner, il faut que, on aille les sensibiliser à cet accompagnement et aux enjeux de la transmission plus globalement. 2, qu'on arrive à structurer cet accompagnement. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fonctionne peu ou pas, ou en tout cas les reproches qu'on peut faire à la fois au système qu'on a sur l'installation et à la fois sur globalement les structures qui accompagnent la transmission, c'est que chacun travaille dans son coin. Nonobstant quelques départements qui arrivent à collaborer, globalement, on a besoin d'arriver à travailler tous ensemble pour répondre à ce choc démographique. Si on continue à travailler chacun dans son coin en silo, on n'y arrivera pas, c'est certain. Déjà que l'enjeu est colossal, mais en plus, si on ne se met pas tous autour de la table pour travailler conjointement et se répartir, entre guillemets, les tâches et les missions, et ce n'est pas ingrat de dire ça, chacun ses domaines de compétences et sa prédilection de compétences. Donc c'est important de pouvoir faire ce partage pour être plus efficient sur l'accompagnement. Et enfin, il faut que globalement les politiques publiques soient plus centrées sur la transmission. Aujourd'hui, sur la fiscalité, pour ne parler que de fiscalité, on a globalement une vingtaine de mesures qui touchent de près ou de loin à la fiscalité et à la transmission. On a seulement, enfin, fiscalité agricole, pardon. On en a seulement 6 qui opèrent sur le renouvellement des générations. Donc soit qui orientent et qui favorisent l'installation, soit qui aident à la transmission. C'est très peu. Très peu de mesures, très peu de budget. On souhaite que le ministère de l'Agriculture puisse rendre public le rapport qui est finalisé de l'IGF et du CGER sur la fiscalité à la transmission. On sait qu'il y a des recommandations qui sont proposées d'ordre fiscal et non fiscal. On souhaite que ce rapport puisse être rendu public et qu'il serve de travail. Nous, on l'appuiera sur certaines de ces propositions qui puissent être rendues publiques pour servir de base
a des propositions pour le PLF et pour le PLFSS. Ça, c'est un grand axe qu'on a sur ces mesures et sur le financement. Et enfin, sur GFAI. GFAI, c'est vraiment un sujet qui a cristallisé les débats. Mais nous, l'important, c'était pas l'outil pour nous, le débat. Le débat sur GFAI, il était sur comment, globalement, on arrive à financer l'installation. Et ce GFAI était une proposition qui, finalement, permettait de ramener des capitaux extérieurs sur ce modèle-là. Pour nous, le sujet, il n'est pas de savoir comment on peut ressusciter le GFAI ou quelle modalité on peut faire pour qu'il revienne. Pour nous, le sujet, c'est comment on fait pour que ceux qui veulent s'installer puissent le faire et qu'on puisse leur porter le capital. Et quand je dis capital, je ne parle pas seulement de foncier. Parce que dans ces dernières années, quand on regarde l'augmentation du coût de l'installation, on voit qu'on a globalement une augmentation de 10% sur les 20 dernières années, mais que le poids du foncier dans l'installation, lui, pour le coup, est resté assez stable. Et qu'en revanche, tout ce qui est immeubles, alors ça peut être finalement les bâtiments d'exploitation, mais ça peut être aussi les maisons ou les corps de ferme qui y sont rattachés. Là, pour le coup, a pris plus de poids dans les montants d'installation. Donc pour nous, on a besoin d'avoir cette vision globale de comment on arrive à financer, comment on arrive à aider les jeunes à s'installer. Et ça, on a besoin de trouver du financement pour le faire. Et donc c'est une vision beaucoup plus globale sur ce sujet-là. Et je le rappelle, le poids du foncier a resté assez stable. Donc oui, c'est un sujet, le foncier, mais pour nous, le sujet, il est plus global sur l'ensemble des moyens de production qui permettent aux jeunes de s'installer, puisque finalement, le faire-valoir direct a un peu reculé, ce qui a permis aussi aux jeunes de pouvoir décaler leur investissement sur le foncier. Mais en revanche, sur des investissements qui sont purement immobiliers, que ce soit sur les outils de production ou sur les maisons d'habitation, là, il nous reste le vrai sujet qui est extrêmement important sur des moyens assez colossaux à déployer, et notamment dans certaines filières très capitalistiques. Je pense par exemple à la viticulture ou à l'élevage, qui sont deux problématiques extrêmement différentes, parce que dans les deux cas, on a besoin de sortir des financements. Dans un, on ne rachète quasiment jamais les stocks parce que les stocks sont trop coûteux et on n'arrive jamais à pouvoir les racheter, donc on repart toujours de zéro. Et dans l'autre, on a besoin de racheter le cheptel, c'est incontournable. Et pour autant, on a une rentabilité, une rémunération qui est tellement faible qu'on a toujours des problématiques économiques pour pouvoir investir dans ces secteurs. Merci messieurs. Alors on va passer à une dernière série de 5 questions et vous conclurez là-dessus. Donc Madame Mélanie Thomas, vous avez demandé la parole a priori. C'était sans doute... Ah oui, donc c'est Valérie. Non, bah, d'accord. Mais bon, j'avais des questions en Dominique stock, Potier. mais Non, mais on va passer à M. Potier pour le Parti Socialiste. Donc, pour M. Potier tout seul. Oui, merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et bravo à tous les deux pour votre engagement. On a eu l'occasion, avec le groupe Socialiste, de vous recevoir il y a quelques temps, donc je vais me situer en complément. On a posé la question à Arnaud Rousseau, il a dit oui, c'est pas pour vous mettre la pression, mais on pense qu'il n'y a rien dans vos propositions sur le secteur amont, qui est un lieu de dégradation du revenu qui est extrêmement important. Je pense au surcoût de mécanisation, comme met en exergue la Fédération des CUMA. On a une fiscalité qui entraîne largement. Est-ce que vous êtes prêt, à minima, à accompagner notre demande que l'Observatoire des prix et des marges intègre le secteur amont et pas seulement le secteur aval? Comment on y voit clair et qu'on puisse ensuite apporter des régulations nécessaires? Merci, cher collègue. Deuxième question. Oui, vous avez 1 minute, il n'y a pas de problème. Deuxième question, vous êtes favorable à un Big Bang fiscal? Est-ce qu'à iso-fiscalité, voire avec une baisse de fiscalité, vous êtes prêt à regarder l'impact sur les catégories d'exploitation et à remettre un peu de justice dans la fiscalité agricole? C'est plus de 4 milliards, il y a un énorme enjeu, c'est la moitié de la PAC. Enfin, dernière question, vous promettez de vous engager sur le foncier, c'est quand? Parce que depuis que je vous connais, les JA, vous êtes d'accord pour vous engager sur le foncier. C'est dans la PLOA? C'est après les élections chambres? C'est à la Saint-Glingla? Merci. Merci, cher collègue. Monsieur Fabien Di Filippo. Il n'est plus là? Donc, Mélanie Thomas, si vous voulez. Après, et ensuite, Mathilde Digné. Promis. Oui, merci Monsieur le Président. Tout à l'heure, je vous ai interrogé sur la question sanitaire. Je voulais prolonger avec la question environnementale et tout simplement vous poser une question sur la gestion de la ressource en eau.
comment mieux optimiser cette ressource qui est amenée à se raréfier. Je souhaitais aussi vous poser la question de la priorisation de l'accès à l'eau et votre point de vue en tant que jeune agriculteur sur cette question de la gestion et de la priorisation dans nos territoires ruraux. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Alors, Mathilde Igné. Oui, merci Monsieur le Président. Bonjour messieurs. Je voudrais juste rappeler sur le GFAI que nous y étions opposés puisque pour nous ça revenait à abandonner finalement les terres agricoles au marché en ouvrant leurs propriétés à des grands investisseurs spéculatifs. Voilà, ça c'était sur le GFAI. Moi je voudrais vous poser la question, avoir votre avis sur l'annonce du Crédit Agricole qui veut entrer dans le capital des fermes. Il y a un test qui devrait être lancé en Bretagne en 2025 afin que les banques deviennent actionnaires d'exploitation porcine et de volaille. Donc là, on est au-delà des terres agricoles. Ne serait-ce pas là, du coup, la porte ouverte à la financiarisation des exploitations agricoles? Et d'ailleurs, je note qu'il n'y a eu aucun mot sur le risque de la financiarisation de l'agriculture dans le discours de Madame la ministre de l'Agriculture. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur Hervé de Lépinaud. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Aurel, tout d'abord, félicitations pour votre élection. C'est toujours agréable d'avoir du sang neuf qui arrive. Alors moi, ma question a trait à l'article 13 de la LOA. Vous avez évoqué tout à l'heure le souci qu'ont les JA de se libérer des contraintes administratives. Vous en avez assez d'évoluer comme des tortues, avec un empilement de normes, de contraintes qui pèsent sur vos épaules. Le problème, c'est que cet article 13 qui prévoit donc ce qu'on appelle, nous, le stage de rééducation, quand il y a une atteinte non intentionnelle à l'environnement ou à la biodiversité, cet article 13, il a été réécrit, entre autres, avec la collaboration de Mme Genevard, lorsqu'elle était députée. Et d'ailleurs, les députés LR l'ont voté, cet article 13, alors que nous avons voté contre. Donc est-ce que vous envisagez, dans le cadre de vos discussions avec le nouveau ministre de l'Agriculture, d'abandonner ce genre de procédures qui sont non seulement humiliantes, inutiles et extrêmement contraignantes, puisque ça va vous prendre de temps et de l'argent, puisque c'est à vos frais? Merci, chers collègues. On passe à la dernière question individuelle de Madame Valérie Rossi. Oui, merci, Monsieur le Président. Nous avons longuement évoqué dans les diverses interventions l'épizootie qui ravage nos élevages avec leurs conséquences, bien sûr, sanitaires, c'est évident, économiques également. Nous avons peu évoqué les conséquences psychologiques, mais ça pourrait faire l'objet d'une autre question dans notre débat. En tout cas, toutes ces conséquences dramatiques. Nous avons soulevé, bien sûr, les dysfonctionnements en matière de vaccination faites dans l'urgence, victimes d'un fort déficit de doses vaccinales. Mais ce n'est malheureusement pas la première fois. Donc, au-delà de ces problématiques de vaccination, d'approvisionnement, pensez-vous que nous avons suffisamment, nous sommes suffisamment donné les moyens de l'analyse des crises précédentes afin de mieux anticiper l'actuelle et peut-être malheureusement les prochaines? Dans la même ligne, je dirais, dans la même idée, un nouveau sérotype est arrivé fin 2023, le BTV3, il est arrivé par le nord de l'Europe, notamment, dans le nord de l'Europe, notamment les Pays-Bas. Il a rejoint la France depuis le 5 août. Il s'étend progressivement de plus en plus vers le sud. Merci de conclure, s'il vous plaît. Savez-vous si nous avons assez de données de la part de ces Pays-Bas? Globalement, pensez-vous que la recherche est suffisamment financée, notamment au niveau de l'INRAE? Est-ce que nous pourrions l'aider est-ce que nous pourrions l'aider à mieux anticiper les crises? Bien, merci, chers collègues. On passe à une dernière question, Monsieur Di Filippo, qui est revenu et qui a sauté son tour, mais qui le récupère en fin de partie. Madame Rossi, vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup et je vous présente toutes mes excuses, Président, et je vous remercie de me donner la parole et merci aussi à nos intervenants. Simplement une question avec cette fièvre catarrhale ovine qui décime les cheptels. Est-ce que vous arrivez déjà dans la profession à mesurer l'impact que ça va avoir l'année prochaine? Parce qu'on parle beaucoup de décapitalisation qui a déjà été un processus, une tendance de long terme assez engagée. Dans quelle mesure ça va l'accélérer? Est-ce que vous avez des idées à la fois pour le limiter et pour réussir peut-être demain à recapitaliser sur des marchés sur lesquels, malheureusement, on est déjà très largement importateur? Merci, chers collègues. On a terminé avec les questions individuelles. À vous la parole, messieurs.
Peut-être revenir sur les questions d'eau, de partage et sur la question après qui fera lien avec l'actif, notamment sur la question du crédit agricole. Et puis j'en profiterai pour revenir 2 minutes sur le dialogue stratégique qui a été évoqué, mais sur lequel on n'est pas encore revenu, si vous me permettez. Sur la question de l'eau, en fait, la priorisation, évidemment, qu'on ne va jamais dire... on va tout pour l'agriculture, rien que pour l'agriculture. Moi, je pense que si on veut s'extraire de la problématique de l'eau, ou en tout cas essayer d'avoir une piste d'atterrissage qui soit plutôt concluante pour le pays, c'est là encore une fois de sortir des postures. Enfin, moi, je viens d'un territoire où on a dévié et capté 2 rivières des Alpes pour irriguer 3 départements. Irriguer, donner de l'eau potable, faire tourner une centrale électrique qui fait accessoirement un peu d'électricité. Je fais référence à Serponçon. Et donc, à l'époque, c'était plus qu'une méga bassine. Ça reste toujours plus qu'une méga bassine, mais en tout cas, ça sert beaucoup toutes les populations. Et donc moi, tant qu'on ne sortira pas des questions de posture politique, en fait, on ne réglera pas le problème ni de la priorisation, ni de l'accès, ni de quoi que ce soit. Voilà. Évidemment que l'eau potable est un sujet et deviendra un sujet de plus en plus prégnant parce que le réchauffement climatique et au moins le changement climatique fait que ça va être une ressource qui va tomber un peu différemment de ce qu'on connaissait jusque-là. Et donc si on ne se met pas en capacité pour la capter, la partager et la valoriser, eh ben, je pense qu'on aura collectivement raté l'objectif de l'eau. Et pour le coup, c'est quand même, je doute pas que vous l'avez oublié, mais ça fait partie des fonctions vitales de tout un chacun qu'on est aujourd'hui dans cette salle, avant d'être agriculteur, citoyen ou quoi que ce soit. Sur la question de l'actif et de l'annonce du crédit agricole. Bon, le crédit agricole, ça fait un petit moment qu'ils sont acteurs des agriculteurs, qui financent l'agriculture française. Là, le sujet, c'est qu'ils ont annoncé qu'ils voulaient rentrer au capital de certaines exploitations, notamment dans une phase test en Bretagne. Ça fait lien avec ce que disait tout à l'heure Julien sur la question des capitaux, de reprise de capitaux d'exploitation. Et donc, en fait, ça doit nous alerter tous sur notre capacité à avoir répondu à la question de la transmission. En fait, c'est révélateur. C'est-à-dire que si nous, pour le coup, on y travaille sur la question de la transmission, mais si nous, on ne se met pas en capacité de proposer un modèle qui fonctionne et de manière très rapide sur ces hautes valeurs capitalistiques, eh ben, en fait, on s'aperçoit qu'il y a un marché qui s'ouvre. Alors là, Crédit Agricole répond à un besoin, ni plus ni moins. Ils ont observé qu'il y avait un besoin de portage de capitaux dans ces exploitations. Ça fait un produit, ils y vont. Personne n'est revenu dessus, mais InVivo a aussi parlé cet été d'un autre système. Ça nous interpelle tous. Et en fait, c'est que moi, j'observe que si on continue à pas avoir de solution pour la transmission et l'installation en agriculture, en fait, il y en a d'autres qui vont s'occuper du problème. Aujourd'hui, c'est InVivo, demain, ça sera d'autres acteurs. Et donc, en fait, qu'est-ce que nous, vous, ensemble, on arrive à proposer pour endiguer ces problèmes? Parce que, en tout cas chez JA, on n'a pas envie d'avoir des acteurs qui ne sont plus tout à fait agriculteurs, décider et apporter des capitaux dans les cours de ferme. Donc voilà ce que je pouvais dire sur Crédit Agricole et InVivo. J'en profite juste sur le dialogue stratégique et la vision européenne qui fait lien avec l'actif. Et pour le coup, on va devoir y revenir et y retravailler sur la définition de l'actif. Moi, ça me semble prépondérant au vu des profils qui s'installent en agriculture aujourd'hui et qui constituent l'agriculture, au vu des défis qui sont les nôtres. On doit évidemment en changer la vision, le paradigme. L'actif aujourd'hui, c'est de ça qu'on parle, c'est de ça qu'on vit, les nouvelles générations qui s'installent en agriculture. Et donc, c'est sûr, c'est difficile à définir déjà au niveau européen, au niveau français aussi, mais enfin, si on s'en saisit pas, je pense qu'on rate l'objectif. Et pour le coup, le dialogue stratégique en a plutôt pris conscience. Et donc voilà, intéressant de voir un peu comment ça va évoluer, mais on restera évidemment moteur et force de proposition sur ces questions européennes et l'analyse du dialogue stratégique. Julien, je te laisse répondre sur les questions d'observatoire et puis de foncier aussi.
Alors, sur les questions de l'élargissement de l'Observatoire, bien entendu favorable, hein. On sait qu'il y a un sujet sur ces questions-là, notamment, je parlais tout à l'heure du poids du foncier dans le coût global de l'installation, mais on observe aussi que le coût de la mécanisation notamment, hein, a fait un bond aussi ces dernières années, et pas simplement dû au Covid, hein. On avait quand même une hausse assez structurelle du coût de mécanisation dans l'installation, donc on sait qu'il y a un sujet extrêmement important. Sur le foncier, effectivement, c'est un sujet, comme je le disais tout à l'heure, stratégique, important. Il faut le mettre au bon timing. Et effectivement, à l'automne, on a des priorités sur tous les engagements qui ont été donnés par le gouvernement, sur des aspects de revenus et sur aboutir sur des propositions installation-transmission. Et dans un second temps, se plonger sur la partie foncière, donc plutôt sur l'année 2025, très concrètement, peut-être avec un événement au Salon de l'Agriculture pour marquer le coup sur le foncier. C'est une hypothèse sur laquelle on pourrait travailler, mais en tout cas plutôt courant 2025, et sur l'automne, on a envie de pouvoir se concentrer à la fois sur ce qui nous a été promis et à la fois sur les chantiers qui sont en cours. Voilà très concrètement sur le foncier. Et sur le fiscal, un seul mot d'ordre pour nous, il faut que la fiscalité oriente pour installer plus et mieux. Merci, messieurs. D'abord pour la clarté et la précision de vos réponses à des questions de collègues parfois complexes. Mais tous ici, en tout cas ceux qui sont restés, partageons ce souci d'améliorer les conditions et le développement de l'agriculture française. Je résume sur 2 points que vous avez mentionnés. Déficit annuel d'installation de 6 000 exploitations, éviter la financiarisation, faciliter la transmission. Vous appelez une sorte de du trail agricole, j'ai l'impression, pour la transmission. Vous parliez, vous, d'Egalim comme un bon véhicule, mais qu'il faut améliorer. C'est finalement des challenges pour nous, législateurs. C'est des défis auxquels on doit s'atteler pour pouvoir dégager dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, une meilleure capacité à l'agriculture française pour se développer. Voilà, chers collègues, je vous remercie, vous particulièrement. C'était ma première, mais pour le parfait respect des nouvelles règles que nous nous sommes imposées dans cette commission. Il n'y a pas eu un accroc, vous avez été tous de bons élèves. Et j'espère qu'on va continuer comme ça, dès demain matin à 9h30, où on reçoit la Confédération paysanne. Je vous remercie. 9h30 demain matin. Merci beaucoup.